m'avez dit qu'on continue de vous parler un petit peu de ce fameux rapport sur la santé mentale, dont on nous a bien dit ce matin que le mot mental est là pour faire disparaître le mot psychique. Moi, j'ai retenu dans un résumé que nous a fourni Euspimédia, il y a juste une petite phrase comme ça là, qui me plaît beaucoup, qui est que le texte, donc, aurait une double vocation, qui est de déterminer des objectifs de santé publique en lien avec la HAS, et c'est surtout de s'assurer que la population dispose d'un panier de services disponibles. On croirait que Tolkien aurait inventé là, le caddie de services pour tout le monde. Voilà, on est dans un univers de consommateurs. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Josée Morel-Saint-Mars. J'ai fait toute ma carrière comme psychologue de PMI en Seine-Saint-Denis, donc pas tout à fait dans le champ de la psychiatrie. J'ai rejoint les 39, particulièrement autour de ce thème de l'enfance effacée, parce que la question du soin, la question du grandir bien, la question du grandir tel qu'on est, avec ses différences, elle se pose dès la naissance des enfants et dans tous ces lieux où des gens travaillent, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, psychiatres bien sûr, mais enseignants. Et que je pense que c'est important qu'on se rende compte que les difficultés qu'on rencontre dans les différents lieux où on travaille sont toutes orientées par les mêmes décisions catastrophiques, gestionnaires et financières. J'en dis pas plus. Et notre premier intervenant est Matéja Petit, qui nous arrive de Reims, en passant par Charles de Bénévière, qui était marionnettiste au départ, artiste donc, et qui est maintenant toujours artiste, toujours marionnettiste, mais aussi directrice d'un centre de création pour l'enfance, dont elle va nous parler. Bonjour à tous. Voilà, ce meeting est une grande découverte pour moi. J'apprends plein de choses et je remercie José pour cette invitation. Je vais présenter très rapidement donc la structure que j'ai vraiment la chance et le plaisir de diriger à Tinqueux, à côté de Reims, donc en département 51. C'est une structure qui était fondée en 1960 en tant qu'une MJC et qui, dans les années 1990, est devenu un centre d'art pour l'enfance, donc centre de création pour l'enfance, dont le but était de diffuser l'art et la culture le plus largement possible auprès des enfants, auprès des familles, mais aussi auprès des structures comme dans les nôtres probablement, dont le dispositif était mis en place. Il s'appelle Passeport culturel. Et donc je vais essayer d'être très brève dans ce dispositif parce que je pourrais parler pendant longtemps, comme nous tous probablement. Donc dispositif Passeport culturel, dès la naissance, tous les enfants de Tinqueux reçoivent un livre, donc ça c'est rien de spécial, il y a beaucoup de villes où ça se passe comme ça. Et ensuite, à partir de l'entrée en maternelle jusqu'à la fin de primaire, tous les enfants scolarisés à Tinqueux, 900 enfants dans une ville de 10 000 habitants, profitent d'un module artistique en présence d'un artiste. Donc tous les ans, 12 heures de présence d'artistes dans toutes les classes. J'insiste sur la présence d'artistes, et c'est là notre mission, le geste artistique au milieu scolaire. Au milieu scolaire parce que c'est la démocratisation de l'accès à la culture. Juste la petite parenthèse, le centre a refusé de participer dans l'étape, puisque là, tous les enfants ne sont pas concernés. On a failli perdre tous nos budgets à cause de ça, et on a résisté, on continue d'intervenir pendant le temps scolaire. Donc, un module comme ça par an, tous les ans. Tous les enfants de Tinqueux reçoivent tous les ans une image originale commandée à un autre artiste tous les ans, en sérigraphie, signée, numérotée. Et on va dans les classes et on leur parle de la sérigraphie, on parle de l'artiste, on crée des vraies références artistiques et les enfants, à la fin de l'école primaire, reçoivent dizaines d'images. C'est pas fini. Tous les ans aussi, on édite une revue de poésie contemporaine. Là aussi, on invite tous les ans un poète en résidence. Ce poète travaille au milieu scolaire, avec le public hors scolaire. On inscrit dans la revue les traces des ateliers, la trace de l'écriture, mais aussi la trace de réflexion et d'autres poètes
qui viennent dans notre ville. Donc vous voyez, c'est un parcours assez riche pour les enfants de Tinqueux. Mais ce qui s'est passé, et ce que Michel Fréard a mis en place il y a maintenant plus de 40 ans, c'est cette création artistique. Comment nourrir ce que nous offrons à nos enfants, les 900 à Tinqueux? Ben, forcément avec la création. Donc tous les artistes que nous invitons dans notre structure sont invités à participer à la création. Pas à la création avec les enfants qui est très riche, mais à leur propre création que nous allons pouvoir présenter aux enfants. Et on insiste sur un point très particulier, ce ne sont pas des créations adaptées pour les enfants, ce sont leurs propres créations que nous souhaitons montrer aux enfants. Voilà. Bon, j'ai encore 5 minutes. Justement, j'arrive à la fin de la première partie. En 2011, tout ce que je vous ai raconté maintenant a failli s'arrêter. A failli s'arrêter parce que dans un premier temps, nous avions la subvention de la DRAC, de la région, et comme à l'époque, il y avait pas mal de ressources, c'était plutôt facile de maintenir ce rythme-là. En 2011, grand changement, la moitié de ressources est partie, la structure a failli fermer, et c'est là où on rentre en jeu les vrais acteurs sur le terrain, les vrais engagés. Toute l'équipe présente sur le terrain a serré les coudes. La direction a proposé les services plutôt gratuits pendant 6 mois pour maintenir la structure en route. Et vous voyez, aujourd'hui, on est encore là, avec beaucoup de développement. Depuis, il y a une énorme activité en poésie qui s'est développée à Tinqueux. On est devenu ville en poésie grâce à nos activités auprès des enfants. On est devenu porteur de label Première Page, pour certains, si vous connaissez, c'est la seule ville en France dans tous ces départements. Nous avons créé, avec Pierre Soletti qui m'accompagne aujourd'hui, notre poète en résidence, le marché de poésie jeunesse, le seul marché de ce genre en France. Il était très important pour moi de créer ce marché parce que j'allais au marché de la poésie à Paris et voilà, on ne parlait pas de la poésie pour les enfants. J'allais à Montreuil, c'est le salon jeunesse, il n'y a pas de rayon poésie pour les enfants. Et du coup, on s'est dit, bon ben, on va essayer, puisque nous avons mis en place l'édition d'une poésie jeunesse, on va essayer de mettre en place un salon qui est entièrement dédié à la poésie. Évidemment, certains m'ont dit, c'est une folie, qui s'intéresse à la poésie aujourd'hui? Mais vous savez qui? Tous les enfants. Absolument tous les enfants, parce que quand nos poètes qui viennent un peu viennent dans les classes, la magie opère. Vous la connaissez cette magie, mais parfois on ne prend pas le temps, on n'a pas le courage, on n'ose pas. Combien d'enseignants nous disent mais non, c'est pas, non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, les enfants ne comprennent pas vos mots. Mais c'est absolument absurde de dire que les enfants ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas ces mots-là. Et en les entendant, ils les chercheront plus tard, ils les connaîtront. Si on ne leur dit pas des mots, ben, ça ne pourra pas se développer, on ne pourra pas évoluer. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fière de cette petite action à Tinqueux, mais qui se diffuse à travers notre édition, que ce soit la collection Petit Va ou à travers la revue Va, maintenant plus en plus partout en France, dans les salons. Il n'y a pas nos livres là dans la petite librairie, mais si vous tapez Centre de création pour l'enfance, vous allez pouvoir la découvrir, peut-être la commander. Je vous la conseille vivement pour vous, les grands, mais aussi pour les petits. Voilà. Alors moi, je retire 2 choses qui m'ont frappé dans mon exposé, Mathilda. La première, c'est la constance. On a entendu parler de quelque chose qui a été créé en 1960. Et qui a réussi à tenir à un moment donné par de la gratuité. Et je pense que une des réponses qu'on va être obligé d'inventer, nous, dans les actions de résistance qu'on a à mettre en place un peu partout au travail, il va falloir trouver une place pour la gratuité, qui est vraiment le contre-pied du consumérisme. Alors on va continuer avec une autre artiste, Sophie Aymon, qui va nous parler de 3 expériences artistiques qu'elle a eues avec des enfants petits. D'où je vous parle. Je suis artiste plasticienne
Je travaille depuis des années sur la notion de chaos. Je fais des installations performatives. Parfois, j'écris des projets en collaboration avec une institution suite à une rencontre. Je travaille essentiellement dans ma banlieue, le 91. Déserter ce territoire me semble actuellement impossible. Sur le terrain, je vois autre chose que ce que nos médias disent. Cependant, je pense abandonner car je travaille la plupart du temps avec des classes de 28 enfants de 4 ans. Ce qui transforme la rencontre en marathon sportif, façon de voir que je ne partage pas. Cette année, j'ai ouvert mes projets pédagogiques par ces mots. Un projet artistique stimule la concentration, éveille les capacités créatrices, ouvre l'appétit de l'apprentissage, favorise l'initiation de la langue parlée et écrite, suscite la curiosité envers l'autre et pour soi-même, stimule le dialogue, développe l'agilité et l'invention des gestes, des plus délicats aux plus précaires, des plus expressifs aux plus puissants. Au sein de ces projets, je m'interroge. Où est le cadre? Quelle est sa fonction? Quelles inventions sont possibles à l'intérieur du cadre? Je choisis d'esquisser pour vous 3 situations. Situation 1, école maternelle à Corbeil-Essonnes, éducation nationale. Photo 2. Le projet, 3 écoles, 34 séances sur le thème de la ville et du chantier. 8 classes de petites sections et moyennes sections. Dans la classe de M, institutrice. La première séance se passe bien. Le dispositif installé est stimulant. La seconde séance doit être interrompue. Le dispositif passe du statut stimulant à excitant. Les enfants sont déchaînés. L'institutrice est fragilisée. Je réalise le quotidien qu'elle doit gérer. Après une discussion avec elle, nous refaisons le cadre. Il y aura 3 adultes. C'est une ASEM impliquée, l'institutrice et moi pour 3 groupes d'enfants. Chaque groupe sera géré par un adulte. Nous installons 4 appareils photo réflexes sur pied. Le groupe 1 construit une ville éphémère avec moi. Nous travaillons l'idée de chantier. Le groupe 2 prend des photos de la performance à tour de rôle avec l'institutrice. Le groupe 3 est spectateur. C'est l'œil qui observe attentivement et qui plus tard passera à l'action. La scène gère les passages successifs des enfants. 45 minutes de travail exigeant, une rare qualité de concentration révèle une intelligence collective entremêlant curiosité, patience et création. Par la suite, l'institutrice m'écrit. Les élèves devaient choisir la partie de l'œuvre à photographier, régler le zoom et prendre la photo. Cette succession d'actes leur a appris à voir l'œuvre dans sa globalité et ses détails. Ils ont compris que la photo permet de cristalliser un instant dans le temps. Ils ont pu mieux gérer leur création en passant du statut d'acteur au statut d'observateur. Situation 2. Accueil familial thérapeutique de Maison Blanche. Photo 3. Une expérience de 3 ans avec 2 puis 1 jeune. Le groupe est initié par une pédopsychiatre. Elle travaille avec un enfant et me propose cet atelier à médiation artistique. L'équipe ne sait pas ce qui se passe dans l'atelier. Je suis seule avec les 2 enfants durant 1h30. 2 fois par an, j'assiste à une réunion institutionnelle. Je parle parfois avec M, éducatrice et référente d'un des enfants. Les séances sont délicates. Suite à une discussion avec une amie psychanalyste, elle me propose de venir 1 heure par mois parler avec elle de ce qui se passe dans l'atelier. Ce nouveau cadre va transformer les impasses en issues. Une pièce, celle des psychologues, éducatrices et infirmières, nous est laissée pour atelier. Fenêtre ouverte, début de printemps. A, 12 ans, enjambe la fenêtre. D, 8 ans le suit. Je les regarde s'échapper, étonnée par ce pas soudainement franchi. Je n'ai qu'une idée, les ramener dans le cadre, par le cadre. Le danger n'est-il pas que le cadre semble les négliger? Je passe la fenêtre, il court vite et rit beaucoup. Épreuve,
Très lentement, avec mes mots, je les ramène. Nous passons le cadre dans l'autre sens. A est furieux et frustré. D a suivi. Je place un grand format au sol et propose des matériaux. A dépose des gouttes d'encre sur la toile. Il les déplace par son souffle dans une direction précise. Il vient d'inventer ce geste sans un mot. Calme, il se lève, va peindre seul un grand format vertical. La séance se termine. Je relève avec lui ce que je nomme son invention. Situation 3. Anis Gras, le lieu de l'autre, la belle école à Arcueil. Photo 4. Ça, c'est la dernière. C'était celle-là. Quand une institutrice a un problème dans sa classe, elle vient à Anis Gras et l'expose. La belle école monte un projet avec un artiste ou une artiste pour aborder la question autrement. C, institutrice, a une petite section de maternelle. Les enfants sont dissipés et bruyants. Elle n'arrive pas à faire sa classe. Je travaille avec F, chargée de mission à la belle école. Nous avons 6 séances de 45 minutes, une classe pour 4 adultes. Le thème est l'objet transitionnel dans un environnement que nous nommerons installation performative. J'ai une grande ombrelle en papier à chaque séance. Elle est l'abri sous lequel nous nous retrouvons. Elle est l'objet qui provoque le rire. Lors de la 4e séance, les enfants m'entourent et attrapent violemment le bord de l'ombrelle. Ils veulent la déchirer avec rage. C'est pas la bonne photo. 3 ans et déjà la capacité de propager un acte violent. Comment réguler, désamorcer et métamorphoser cette énergie qui suscite une grande inquiétude chez les 4 adultes. J'invente une histoire et transforme l'objet ombrelle en objet navette. Ce passage par la narration régule la violence, apaise, puis se transforme en jeu collectif. Ce jour-là, j'ai pensé que c'est seulement en entourant les enfants par notre langage aimant et en leur donnant accès à l'expression que nous leur donnerons et que nous leur apprendrons à se défendre et à créer leur propre vie. Pour conclure, c'est pas les photos, hein, il y a un fonctionnement, donc régulez vous-même. C'est pas grave, on s'en fout. Pour conclure, je reprends. Chacune de ces situations peut entraîner des modes d'isolement. Je constate, à mon échelle, la difficulté que chacun a à comprendre comment s'adosser au cadre et comment se servir du cadre. Je parle de l'adulte et de l'enfant. Je me demande comment va se développer la dyade cadre et lien. Je constate une perte de compréhension de ce que pourrait être le lien. Un lien pourrait être, à mon avis, ce qui va de toi à moi et réciproquement, ce qui lie passé, présent et futur et nous donne accès à la grammaire. J'ai eu cette idée l'an passé que parfois la violence se constitue car l'enfant de 4 ans pressent qu'on ne lui donne pas les outils dont il a besoin et que parfois les adultes renoncent à inventer leurs outils. Ce qui m'a amené à la pensée suivante. Si le bébé est une personne, l'enfant est une personne, l'adulte est une personne. On ne pourra pas s'en affranchir. Bernard Ferry va nous parler d'une expérience en PNI. Et pour te présenter, Bernard, je pensais à cette phrase d'Éric Deluca qui dit 2, le contraire de 1. Bonjour tout le monde. Oui, je suis psychanalyste. Je voudrais vous parler d'une expérience un peu hors norme, après tout ce qu'on a entendu depuis ce matin. J'aurais envie de dire que ce qui se passe en Côte d'Or, du côté de la PMI, ça fait un peu figure de, je sais pas, de pays exotique, la Côte d'Or. C'est un développement très différent de ce qu'on entend ici. Pas très différent pour les gens qui y vivent. Hein. Il y a des banlieues, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la misère, il y a de la richesse, tout ça. Non, c'est les méthodes
méthode de la PMI. Alors, la PMI, je pense que tout le monde sait ce que c'est la protection maternelle et infantile. C'est un service médical qui est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le sillage des mesures du CNR, Conseil national de la résistance. C'est l'idée d'une médecine populaire, gratuite, ouverte à tous. Voilà. En principe, c'est ouvert vraiment à toute la population. On vient faire vacciner les enfants, les peser, faire les visites obligatoires après la naissance. La PMI a également des missions. Elle s'occupe de l'agrément des assistantes maternelles. Elle s'occupe de prévention aussi dans les écoles, écoles maternelles, tout ça. Bon. Il se fait qu'à un moment, en Côte d'Or, il y a une trentaine d'années, les professionnels de la PMI, médecins, puéricultrices, sages-femmes, etc., tombaient sur un bec. C'était le savoir médical à un moment donné. Ah, oui, ça répond pas. Ça répond pas à ce que ça devrait répondre parce que ils sont bien embêtés, les médecins, on ne sait pas très bien. Pourquoi est-ce que votre enfant ne dort pas? Pourquoi est-ce que cet enfant de 4 ans, 5 ans souffre d'encoprésie et qu'il fait caca à la culotte et que vraiment c'est pas marrant en classe, persécuté par ses petits copains, etc. Alors une fois qu'on a fait tous les tests médicaux, qu'on a éliminé les causes biologiques, etc., voilà, les professionnels peuvent bien. Et il y a eu une rencontre, de ces rencontres un peu miraculeuses, qui arrivent parfois entre une grande dame de la psychanalyse, Monique Tricot, et le médecin-chef de PMI de Côte d'Or, Marie-Thérèse Fritz, qui après pas mal de discussions, finit par dire on s'entend bien, on a un peu de bonnes idées, on pourrait travailler ensemble. Alors, c'est une bonne idée, donc elles ont mis au point ce truc-là. Je vous passe tous les détails, les négociations avec le conseil, qu'on appelait le conseil général à l'époque, les autorités médicales, le ministère, etc. Et miraculeusement, ça a marché. Voilà, ça ne peut pas marcher partout. À ce moment-là, ça a marché. Il y a eu des élus locaux, pour une fois, ils étaient plutôt moins cons que les autres, ou moins sourds, mais ils ont donné leur accord. Et donc, ils ont surtout donné le financement. Donc, ça marche. Et naît en 1983 une première consultation médecin-analyste. Et ça marche si bien que dans une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, on est vu. Maintenant, il y a 8 consultations au Côte d'Or de ce type. Alors, c'est des consultations d'accueil, et c'est en même temps un travail de laboral, de fait, au nom de la psychanalyse, c'est-à-dire que la formation des professionnels de la PMI, médecins, puéricultrices, sages-femmes, est assurée par les psychanalystes. Et c'est pas rien, parce que dans d'autres services dans lesquels j'ai travaillé, par exemple à l'ASE, on s'était payé des croupières. Moi, par exemple, j'ai eu une consultation qui était remplacée par celle d'un comportementaliste qui a réussi à convaincre le conseil général que ça allait être beaucoup plus court et beaucoup mieux que la psychanalyse. Mais en PMI, voilà, on fait un peu figure de village de bois, là on résiste. Alors, c'est assez fabuleux, cette histoire, parce que viennent à nos consultations amenés par des professionnels, par les médecins de PMI, par les puéricultrices ou par des éducateurs de l'ASE qui font un remarquable travail d'accompagnement, des gens qui jamais, mais vraiment au grand jamais, pousseraient la porte de l'analyse. C'est pas dans leur histoire. Non seulement pour des raisons financières, mais aussi et surtout peut-être pour des raisons culturelles. Donc on reçoit un très large éventail de population. Ça va des jeunes mamans de 16 ans qui se retrouvent enceintes en hôtel maternel chassé de mères célibataires qui se débrouillent, on ne sait pas très bien comment, pour faire 5 ou 6 métiers, récupérer les gamins à 7h du soir après leur boulot, entre deux périodes de chômage, aux femmes battues. Aux femmes battues qui arrivent chez nous assez désespérées, qui après avoir été cognées nous disent mais moi cet enfant j'ai envie de le foutre par la fenêtre. Des réfugiés, il y a des cadavres, par exemple on parque les demandeurs d'asile, je dis parque parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils sont hébergés dans des conditions absolument scandaleuses, dans des patelins qui sont vraiment le trou du cul du monde.
personne, il faut faire 4 km à pied pour arriver dans un patelin où il n'y a rien, et on parque là des gens de 15, 20, 30 nationalités différentes, avec un personnel minimum, il n'y a pas de jouets pour les enfants, il n'y a pas d'éducateurs, etc. On s'étonne que les enfants hurlent, ne dorment pas, fassent des eczémas géants, enfin, etc. On reçoit aussi monsieur et madame tout le monde qui arrive avec son problème. Voilà, mon petit Kevin, il n'obéit plus. Non, il faut lui répéter 50 fois la même chose. Et puis voilà. On a aussi plutôt des gens très pauvres dans la précarité, mais parfois aussi des profs de fac. Des profs de fac qui se démerdent pas mieux que les autres avec leurs rejetons. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt des gens pauvres, voilà. Des chômeurs, des gens de peu, des gens qu'on n'écoute pas. Voilà. Mais on les écoute pas, mais eux, ils écoutent. Ils écoutent ce qu'on dit à la télé, ce qu'on dit à la radio. Et on a de plus en plus des gens qui arrivent dans notre consultation en nous disant voilà, mon fils est hyperactif. D'abord, on va parler. On va parler. Donc on reçoit les parents, on reçoit les enfants. Très souvent, le fait de parler à un enfant, ça étonne beaucoup les parents. Vous lui parlez, il ne comprend pas, vous savez, il a 6 mois. Oui, mais il faut peut-être lui expliquer que son papa est mort dans un accident de voiture. Non, moi je ne voulais pas le traumatiser. C'est peut-être. Voilà. Le silence est peut-être plus traumatisant. Enfin, il y a des choses qui nous paraissent évidentes à nous, analystes ou professionnels de la petite enfance, et qui sont des continents à découvrir pour beaucoup de parents. On peut écouter un petit garçon, une petite fille qui dit sa colère, sa tristesse, sa révolte à 3, 4, 5 ans. Qu'on peut écouter les signes d'appel d'un bébé. Regardez comment il bouge, comment il crie. À quel moment, quand on commence à parler de la séparation des parents, de la maman qui s'est fait cogner par le papa, etc. Et comment cet enfant il réagit à ce moment-là. Vous voyez, la petite, elle a 2 mois, mais elle a bien compris ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle voit plus son papa? En fait, des choses comme ça, toutes simples et qui permettent le plus souvent de dénouer des situations complètement enquistées. Ou bien alors quand on a affaire effectivement à des institutions beaucoup plus graves, on adresse, quand on pense qu'on a besoin de procéder à des psychothérapies sur le long terme, ce que nous ne faisons pas, donc, rarement. On adresse au CAPS, au CLPP, ou à l'hôpital de jour, avec ce qu'on a souligné depuis ce matin, c'est qu'un rendez-vous dans un CLPP, c'est 6 mois, 8 mois, 1 an. Notre premier rendez-vous, vite fait, bien fait. Madame, vous reviendrez dans 6 mois. Pardon. Voilà. 1 an dans la vie d'un enfant, c'est une éternité. Il se passe des choses, ça veut plus rien dire. Et ils les recevront comme ça. Il n'y a plus de psychologues. Donc c'est les psychomotriciennes qui vont recevoir. Je ne sais pas très bien pourquoi. Mais bon, les orthophonistes. Voilà. Alors c'est des gens qui font un boulot remarquable. Mais parfois, il ne faut pas commencer par voir un orthophoniste. Et d'abord, se demander pourquoi est-ce que l'on en parle pas bien. Avant de se précipiter dans la rééducation. Et ce service de PMI, contrairement à ce qui se passe dans le reste de la France, n'est pas attaqué. Alors bien sûr, on est vigilant, bien sûr, on a affaire quand même. On sent bien l'esprit de management, la gestion qui plane, menaçante au-dessus de notre service. Parce qu'on fait des statistiques, on nous demande des statistiques. J'ai vu combien de gens, et pour combien ici, et pour quelle raison, etc. On sent qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin des évaluations, du bilan comptable, etc., etc. Mais on résiste, on essaye d'être malin, de ne pas trop la ramener, de louvoyer, de dire oui, on va vous donner les chiffres, on ne donne pas. Voilà. On se débrouille. Mais pour l'instant, c'est gagné, mais on sent bien
que ça risque de tourner comme dans le reste de la France. C'est-à-dire qu'un jour, on va nous dire, d'une part, vous coûtez trop cher, et puis il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui dit de privilégier les thérapies cognitivo-comportementales, c'est pas celles qui sont réputées coûter beaucoup moins cher et aller beaucoup plus vite. Ça, on sait. On est assez conscient de tout ça. Et pourtant, ça marche. Pourtant, ça continue à marcher. On a encore la confiance du conseil départemental. Les professionnels de la PMI sont ravis de travailler avec des psychanalystes. Ceux qui viennent d'autres départements nous disent souvent qu'est-ce que ça change ici, c'est agréable, si on peut parler, on est écouté, c'est une ambiance différente. Même si souvent, parfois, on sent des professionnels à la recherche de recettes. Moi, je vois bien, en travaillant avec eux, ils sont demandeurs de recettes. Et c'est un peu déstabilisant parfois de dire qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous vivez sur le terrain, etc. Et on voit bien dans les salles d'attente, dans les salles de professionnels, des placards d'offres de formation cognitivo, comportementale, etc. Parce que là, on a vraiment affaire à une campagne commerciale vraiment qui cherche à tailler des parts de marché. Il y a une offensive commerciale rondement menée auprès des professionnels qui vont prescrire. Ils sont pas idiots, ils ont repéré le cœur de cible et les méthodes commerciales qui permettront d'atteindre leurs objectifs. Donc, en attendant, ça se passe bien. La PMI se tourne aussi, un autre service que le nôtre, d'autres consultations, avec des artistes. Tous les ans, il y a aussi des interventions avec des artistes qui travaillent avec les professionnels et les familles. Bref, tout ça, c'est pour dire que la Côte d'Or, c'est peut-être un territoire d'espoir, de dire que tout est pas fichu. Sandra Meunier, art thérapeute. 10 minutes, j'ai bien entendu. Alors, merci de me dire au moins quand c'est la moitié. Je voudrais bien un technicien, s'il vous plaît, parce que j'ai des photos. Bonjour à tous. Merci le technicien de venir lancer mes photos. Donc, je m'appelle Sandra Meunier et je vais vous parler d'optimisme. On entendait parler de la Côte d'Or, moi j'ai envie de parler de la France, pourquoi pas. Alors pourquoi je suis optimiste? Peut-être parce que c'est mon métier, donc je suis art thérapeute et je suis clown. Donc mon métier, c'est bien amener de la joie dans un monde pas facile. Et le propre du clown, c'est d'être un optimiste alors qu'il se passe parfois des tragédies. Alors ça fait 14 ans que je travaille dans des milieux de soins. J'accompagne les gens qui vont mourir. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre la mort et puis les enfants? Tout simplement, mon métier, j'ai créé une association qui s'appelle Une étoile. Et ça serait bien que, voilà, le technicien qui va montrer mon personnage. Merci. Alors, en créant une étoile, j'installais une pratique d'art soignant centrée sur la joie. Mais vous savez, quand on accompagne les gens qui vont mourir, on reçoit beaucoup d'enseignements de la part de ces personnes. Et j'avais beaucoup d'enseignements peut-être à transmettre aux enfants. Et plutôt que d'amener de la joie, même si je continue à le faire, mais cette notion de joie, je me suis dit, mais peut-être qu'elle serait essentielle à transmettre dès le plus jeune âge. D'où mon projet d'école. Alors ça fait 4 ans que je suis dessus. Et j'ai eu la chance de le tester. Voilà, ça c'est mon personnage. Alors, je présente ce personnage parce qu'il s'agit de ce personnage aussi que je présente aux enfants. L'idée m'est venue il y a très très longtemps que si on changeait la notion d'héroïne et si on donnait des belles valeurs avec cette héroïne ou ce héros, on pourrait vraiment transformer, participer à un processus d'éveil et de transformation chez les enfants. À partir du moment où j'ai créé ce jeu, je suis allée le tester en école maternelle.
Et tout d'abord, il faut peut-être que je vous parle de ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi il s'agit? Ce jeu, donc, c'est un jeu coopératif. J'insiste là-dessus, bien sûr, pour ne pas être dans la rivalité, qui n'aurait pas de sens, et pourtant qui est bien présente à l'école. Un jeu coopératif et créatif. Alors j'ai eu la chance de donner bénévolement des ateliers clown pour les enfants, mais étant donné que je ne pouvais pas donner des ateliers clown partout dans plein d'écoles, je me suis dit, mais si je crée ce jeu avec toutes les valeurs de ma profession, peut-être que ça sera beaucoup plus utile. Et c'est aussi un engagement de citoyenne dont je voudrais vous parler. C'est parce que aussi je suis maman et que je voulais transmettre ces valeurs au maximum d'enfants que j'ai créé ce jeu. Donc un jeu de respiration, d'imagerie positive, de ressources émotionnelles, d'apaisement, de créativité altruiste autour de la joie. Comment ça se passe? C'est très simple, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu d'expérience. Donc on propose des expériences aux enfants. Donc ça, vous allez me dire, c'est assez classique. Sauf que les expériences, c'est basé sur la joie. C'est trouver la joie à l'intérieur de soi. Et l'idée aussi, c'est de véhiculer cette joie auprès de ses pairs. Alors, et c'est là qu'il va y avoir la créativité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enfant qui prend la place de l'enseignement. Et ça, c'est un moment qui est très important. Vous imaginez, un enfant même de maternelle, puisque j'ai commencé à tester le jeu en maternelle sup, la dernière année de maternelle en fait, où l'enfant pouvait prendre la place de l'enseignant. Et là, quand il prend la place de l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa créativité en place autour de la joie. C'est-à-dire qu'il va inventer des cartes de bien-être, de bonheur, pour rendre heureux tous ses collègues, tous ses partenaires de jeu. Comment être plus heureux ensemble? Car oui, ça s'apprend. Alors, quand j'ai testé ce jeu à l'école maternelle, c'était très intéressant. Parce qu'au départ, c'est moi qui présentais ce jeu. Et j'ai choisi un enfant pour le côté altruiste, pour le côté créatif. Un enfant est venu et il a dit fermez les yeux et tous les enfants vont se masser. Et voilà que cet enfant qui a disposé tous les enfants en cercle et tous les enfants se massaient les uns les autres. Ce qui était très intéressant, c'est que lui-même s'est occupé du dernier enfant dont personne ne s'occupait. Ce qui est très intéressant, c'est que la maîtresse après m'a dit alors lui, il a des problèmes de comportement, il est assez insupportable. Et moi, je l'avais choisi parce que je le trouvais au contraire très intéressé. Donc toujours pareil, est-ce qu'il est trop actif ou alors au contraire très, très vif? Et je lui ai donné une place. Et de voir à quel point il se souciait du bien-être de ses pairs, je me suis dit que je tenais vraiment quelque chose. Alors pourquoi ce jeu? Tous les enfants ont besoin de s'entraîner à la joie. Et nous tous, nous cherchons la joie. Alors, bien respirer, accueillir toutes ces émotions, c'est peut-être aussi un enseignement important qu'on pourrait transmettre dans les écoles. J'insiste sur le fait qu'en ce moment, on parle beaucoup de Montessori, on a beaucoup parlé de Freinet, et moi, je ne voulais pas aller dans les écoles privées. Ce qui m'intéressait, c'est le public, parce que aussi, je travaille dans les hôpitaux publics. Ah. Donc, c'est ainsi que cette expérience m'a montré que les professeurs étaient complètement démunis. Il y avait un espace où ils n'étaient pas nourris au niveau de la violence, au niveau aussi du respect des autres. Et avoir un jeu comme celui-ci, ça a permis vraiment de donner des outils aussi, des nouveaux outils d'écoute de l'enfant. Parce que quoi? Parce qu'il y avait un espace d'imaginaire. Vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace d'imaginaire dans les écoles. Et là, tout simplement, c'est un jeu rituel de quelques minutes, où on fait une expérience. Alors moi, je vous invite à fermer les yeux. Puisque moi, j'ai testé ça avec les enfants, je voudrais bien le tester avec vous. Allez-y, fermez les yeux, même si ça dure 30 secondes, mais ça dure 30 secondes. C'est une expérience que j'ai faite avec une classe où il y avait des CE2 et CM2. C'est la suivante. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Respire profondément et prends le temps.
Ferme les yeux et souris pendant environ 20 secondes. Puis, ouvre les yeux et souris à tout le monde. C'est un cadeau, ça se transmet. Faites l'expérience. Alors regardez-vous et souriez, on arrive peut-être à la fin des 20 secondes. Et vous savez ce que m'ont répondu les enfants à cette expérience, parce que ce n'est pas qu'un jeu d'expérience, c'est un jeu où on invite les enfants à lever la main et à expliquer ce qui s'est passé en eux. Ils ont dit ça fait drôle, on n'a pas l'habitude de se sourire. Alors moi je me dis que si on donnait cette habitude des plus jeunes âges et qu'on inculquait que la vraie joie, elle est à l'intérieur, vous pouvez juste imaginer la société de demain. Je vous invite vraiment à sourire profondément. Merci. Mesdames et messieurs, une histoire incroyable. Un jour, je m'apprêtais à traverser la rue, et à côté de moi, il y avait une dame qui s'apprêtait à le faire aussi. Elle se tourne vers moi et me dit « Oh, le bon petit garçon !» Moi, j'ai cru qu'elle s'adressait à un enfant qui devait se trouver derrière moi et que je devais cacher. Pas du tout. C'était de moi qu'il s'agissait. Elle me dit « À ton âge, ton papa te laisse sortir tout seul ?» Je lui dis « Mais madame, il y a longtemps que je n'ai plus mon papa. » Elle me dit « Pauvre petit, donne-moi la main. Je vais t'aider à traverser la rue. » Je lui dis « Mais madame, vous méprenez? Je ne suis plus un enfant. » Vraiment? Mais enfin, madame, voyez ma taille, ma corpulence, je suis gros. Elle me dit « Oh, mais il y a des petits gros. » Je lui dis « Un petit gros, oui. Il est gros mais petit. Moi, je suis gros mais grand. » Elle a fini par m'avouer que comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle ne savait pas ce que c'était. Je lui dis « Enfin, madame, à votre âge ?» Elle me dit « Mais quel âge me donnez-vous donc ?» Moi, je lui donnais entre 30 et 35 ans. Elle me dit « Je viens tout juste d'avoir 5 ans. » Je lui dis « À ton âge, ta maman te laisse sortir toute seule ?» Elle me dit « Il y a longtemps que je n'ai plus ma maman. » Je lui dis « Pauvre petite, donne-moi la main. » Puis je l'ai aidée à traverser la rue. De l'autre côté de la rue, comme je lui lâchais la main, elle a pris la mienne. Elle m'a accompagné jusque devant chez moi. Devant chez moi, comme elle me lâchait la main, je l'ai prise par le bras, je l'ai accompagnée jusque devant chez elle. Et ce petit jeu a duré des semaines et des semaines. Vous me direz à quoi jouiez-vous? Tantôt à la dinette, tantôt au cerceau, le plus souvent à la marelle, jusqu'au jour où elle a voulu jouer au papa et à la maman. Alors là, je lui ai dit, écoute, nous sommes un peu jeunes pour jouer à ce jeu-là. Elle en était toute attristée. Pour la consoler, je lui ai promis que plus tard, quand on serait grand, on se marierait. En attendant, je lui ai offert une poupée pour qu'elle se familiarise tout doucement. Alors, quand on dit qu'il n'y a plus d'enfants, des petits peut-être, mais des grands, nous sommes toute une flopée. Amoureux.